Bonjour Frédéric. Bonjour Louise, merci de votre invitation. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie, ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu de philosophe. Et on va pouvoir parler de beaucoup de sujets, aussi bien de l'éducation que du culte de la performance, de la construction de soi. C'est ça que j'aime bien avec la philo, c'est que finalement, vous avez un peu réponse à tout. Ou en tout cas, vous nous aidez à nous poser les bonnes questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je demande d'abord à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Eh bien justement, je pense que le premier mot qui me vient, c'est que je suis prof de philo. Au fond du fond, c'est quand même le métier que je fais, que j'aime faire. Mais évidemment, par ailleurs, j'ai une vie. En dehors, quoi, par ailleurs. En dehors, qui m'a conduit vers ça, probablement, à travers des expériences, des questions fondamentales. Mais on ne les découvre pas tout de suite. En fait, moi, je pense que je suis devenu prof de philo pour la philo, et avec des questions, mais cachées. J'ai mis des années à retrouver les questions, par exemple. La question la plus simple, qui est la question de la vie et de la mort, j'ai mis peut-être, j'ose même pas vous dire combien d'années pour, en tout cas, la poser directement. Après, c'est vrai que pour des raisons peut-être qui tiennent aussi à la philo, à la façon dont je la conçois, la philosophie, ça passe par l'enseignement, ça passe par la discussion, ça passe par l'engagement dans la vie. Et ça passe aujourd'hui, l'engagement, je pense, par aussi les institutions qu'on trouve importantes, qui sont fragiles, tout étant menacé, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une autre casquette et je m'occupe d'un établissement qui s'appelle l'ENS. Qu'est-ce qui, dans votre enfance ou adolescence, pourrait expliquer cet intérêt pour la philosophie ? Justement, en fait, je l'ai découvert tard. C'est comme si c'était rétrospectif. En fait, je pense qu'il y a deux manières, sans doute, d'entrer en philosophie. Il y a le choc conscient, qui peut venir, à mon avis, qui vient toujours d'une sorte de question fondamentale, d'étonnement. Tous les philosophes disent, d'ailleurs, l'étonnement, c'est l'origine de la philosophie, mais c'est vrai. Mais l'étonnement, par exemple, Jean Kelevitch le définit, il dit c'est la conscience du mystère. Donc, par exemple, je ne sais pas, un enfant qui ferait l'expérience de la mort, d'un deuil, ou au contraire d'un mystère. Enfin, les enfants posent beaucoup de questions. Ouais. Aujourd'hui, il y a des collections de philosophie pour enfants. Moi, j'en avais conçu une avec le dessinateur de Choupi, qui est malheureusement décédé, qui était un voisin et ami, Thierry Courtin. Et c'était une collection de philosophie pour les 2 à 4 ans. Et on partait de questions fondamentales, la jalousie, l'amour, l'école, le travail. Comment on peut se mettre à la place d'un enfant de 2 à 4 ans quand on est quelqu'un de très diplômé de plus de 40 ans ? À l'époque, d'abord, Thierry Courtin et moi, on avait des enfants de 2 à 4 ans. Ah. Nos fils faisaient du foot ensemble dans l'allée voisine. Bon, ça c'est une raison. Lui, il dessinait pour les tout-petits. Et moi, ça faisait longtemps que je pense toujours d'ailleurs que les questions de philosophie sont universelles. Même pas de 7 à 77 ans, mais du début de la vie jusqu'à la fin de la vie et au grand moment de la vie, en fait. C'est tous des questions vitales. Si vous faites de la philosophie complètement, vous devez pouvoir en parler à un enfant de 2 ans, à une personne en fin de vie, et en même temps, de manière un peu approfondie, un peu élaborée, à des gens qui ont beaucoup travaillé, bien sûr, avec des spécialistes, avec des spécialistes aussi d'autres disciplines. Parce que je pense que la philosophie, c'est la façon de rejoindre une question de principe. Et donc, vous pouvez la toucher sur un principe moral, sur une question métaphysique, pourquoi il était là, puis il est mort, il n'est plus là, où est-ce qu'il est ? Ou bien dans un domaine où vous touchez à une question de principe. Par exemple, faites un peu de science. Quand ça ne bouge pas beaucoup, vous êtes dans la physique, par exemple grecque. Vous pensez que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, pas de problème. Puis tout à coup, il y en a un qui vous dit non, c'est le contraire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là, on se dit c'est pas possible parce que moi, je vois le contraire. Donc là, on touche à une vraie question fondamentale. Est-ce que ce que je vois me dit la vérité du monde ? Et donc là, on fait de la philo. Einstein, c'est pareil, il a découvert quelque chose sur le temps qui fait que il a fait de la philo. Mais un grand créateur artistique, c'est pareil. L'inventeur de l'impressionnisme, mettons, tout à coup, il est plus juste dans la tradition d'avant et il pose la question qu'est-ce que voir, qu'est-ce que sentir, qu'est-ce que le monde ? Donc il fait de la philo. Donc la philo, on y entre par n'importe quelle porte. Mais on peut... moi, je voulais vraiment que ces 2 petits personnages qui n'ont jamais paru, je vous donne un scoop, s'appelait un petit garçon, une petite fille, il s'appelait Philo et Sophie. Pas mal. Et il découvrait des questions. Et voilà, je pense que c'est évidemment sur les genoux des parents,
mais c'est pour partager des questions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis, il y a beaucoup de collections, mais peut-être pas pour 2 à 4 ans. Qu'est-ce que vous-même, vous avez transmis à vos enfants que vous auriez souhaité qu'on vous transmette plus tôt? Alors, peut-être pas la philosophie quand même en tant que telle, avec ses grands mots, etc. Peut-être... alors, je pense que moi, j'ai reçu des choses, hein, évidemment, de l'humour, du savoir, des choses. Je ne me sens pas privé de certaines choses. Peut-être un peu quand même de sens critique aussi, voilà, un peu de recul. Pas rien prendre pour évident, que ce soit social, que ce soit politique, que ce soit même voilà, une idée, en fait. Et peut-être aussi l'amour de créer le jeu et la création. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc, inconsciemment, il se trouve que en fait, je m'aperçois en vous parlant, j'ai tout fait un peu en retard parce que après avoir eu des enfants petits, je me suis mis à lire des choses un de ceux qui est devenu mon maître, qui s'appelle Winnicott, qui est un grand psychanalyste et d'abord pédiatre. Donc, il faisait aussi de la psychanalyse avec des enfants, mais il les faisait dessiner, les fameux squiggles. C'est-à-dire, il leur disait, vous dessinez un gribouillis, et dans le gribouillis, parle-moi de ton gribouillis, et ça permettait aussi de dénouer des angoisses des enfants. C'était un très grand sage aussi, qui écrivait de manière très simple. Mais je l'ai lu après. Et après, il explique ce que c'est, ce qu'il appelle une mère suffisamment bonne, ou un parent suffisamment bon. Il ne faut pas être parfait, il faut être just good enough. Et c'est quoi un parent suffisamment bon? Good enough, c'est-à-dire, vous ne cherchez pas la perfection, sinon vous allez... Mais vous créez une relation de confiance qui vous permet aussi de faire des erreurs, mais en même temps de garder la confiance de vos enfants et de leur construire un cadre qui leur permette de s'aventurer dans le monde tout seul, progressivement. Et donc, c'est ça, les parents good enough. Et moi, j'ai essayé d'être good enough. Mais c'est vrai que mes enfants m'ont beaucoup appris. Hein. Je me souviens d'une phrase de mon petit garçon. Après, parce que moi, quand je me mets en colère, après, je me fais des reproches. Et donc, je me suis fait beaucoup de reproches une fois après m'être mis en colère. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, on le sait que tu n'es pas parfait. Voilà. Ben, ils m'ont appris beaucoup de choses aussi. Comment est-ce qu'on... Donc lui, il savait ce que c'est qu'un parent pas mal. Lui, il aurait peut-être dit pas mal plutôt que suffisamment bon. En anglais, on dit good enough. Moi, je dis, essayons d'être déjà pas trop mal. Ouais. Pas faire de mal à ses enfants, c'est ça la règle qu'on doit se donner. Vous disiez que vous avez essayé de leur transmettre le développement de l'esprit critique. Comment est-ce qu'on développe son esprit critique? Je trouve que c'est particulièrement important aujourd'hui, à une ère où les algorithmes nous exposent énormément à ce que l'on pense déjà. Donc voilà, je me dis, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne se rendent pas compte que ils sont dans la filiation de la pensée de leur famille ou que justement ils sont exposés tout le temps aux mêmes idées sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut réussir à développer cet esprit critique? En prenant les questions au sérieux, mais pas les discours des gens qui les abordent, parce qu'on peut toujours avoir une autre opinion, on peut toujours dire non, on peut toujours regarder comment un argument... Par contre, il faut prendre les questions au sérieux. Je pense que l'esprit trop critique, quelqu'un qui soupçonne tout le temps que c'est pas les bonnes questions, etc., je pense que ça devient aussi une source de malheur, en fait. Le critère étant quand même le malheur. Mais par exemple, mettons pendant le Covid, il fallait prendre le Covid au sérieux, je pense. Après, qu'on puisse critiquer, prendre avec une pincée de sel, le tragique de certains, le déni des autres. Donc il faut... L'esprit critique, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire aux uns et aux autres, c'est qu'on a souvent un esprit critique unilatéral. Il y a des choses que vous ne supportez pas, et celles-là, vous les critiquez. Le plus dur, c'est de faire de l'esprit critique sur ce qu'on pense soi-même, et en tout cas sur les positions des deux côtés. Moi, je distingue, par exemple, le sarcasme, l'ironie à l'égard des autres, la méchante ironie, par exemple. Vous pouvez avoir l'esprit critique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont critiques des autres. Mais ceux qui ont l'esprit critique vis-à-vis d'eux-mêmes, ceux-là, je leur accorde plus de confiance qu'aux autres. Aujourd'hui, il y a des maîtres de la critique, voire du soupçon, des grands inquiets voilà, tout le monde vous trompe, sauf eux. Eux, ils ont forcément raison. Ils échappent à ça. Voilà. Donc le vrai esprit critique, c'est aussi sur soi-même. Un tout petit peu au moins, pas trop non plus, parce que trop d'esprit critique tue l'esprit critique et rend malade. Le vrai critère, pour moi, c'est toujours l'opposition de la vie et de la mort. Et finalement, l'esprit critique nous fait vivre. Les gens critiques que j'aime bien sont aussi souriants et finalement heureux. Donc il y a deux critères, pouvoir l'appliquer à soi-même
Ne pas détruire les autres avec la critique. Une critique fondée sur des principes aussi. On ne critique pas les principes. On ne critique pas le vrai. On ne critique pas le bien et le mal. On ne critique pas la vie et la mort. Mais on critique ceux qui se trompent sur tout ça. Justement, la construction de soi, de ses croyances, de ses convictions, je trouve que c'est assez difficile, surtout à notre époque, où finalement, il y a tellement de comparaisons, beaucoup de hiérarchies, certains comportements ou certains résultats qui sont valorisés par rapport à d'autres. Quel conseil vous donneriez finalement, c'est aussi, j'imagine, les élèves que vous dirigez à cette période un peu charnière que j'appelle adolescence, où finalement on doit réussir à se construire soi sans se perdre. Enfin, comment est-ce qu'on peut réussir à être soi sans tomber dans le piège de tenter de devenir quelqu'un qu'on aimerait être? D'un modèle artificiel, par exemple. Ouais. Il y a des degrés, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants qui sont déjà assez avancés. Et là, quand on est un peu avancé, il y a un piège, justement, c'est de mimer les questions des autres, c'est de ne pas trouver sa question. Donc moi, je dis tout le temps à un étudiant ou une étudiante en philosophie de trouver sa question à lui ou à elle, c'est-à-dire la question qui fait la courbe de son équation, qui explique tous ses intérêts. Tu t'intéresses à ceci et à cela. C'est pas juste par hasard, il y a forcément une question fondamentale. Donc ça, on met parfois toute sa vie à la trouver. Moi, ça a été très long. Et puis avant, il y a des degrés, parce que d'abord, il faut s'intéresser à la philosophie, se faire confiance. Je pense, moi, qu'on ne se trouve jamais seulement tout seul. On a besoin de la confiance des autres en vous. Avant, et d'avoir confiance dans les autres, mais il faut avoir été un peu aimé pour être capable de s'exprimer tout seul. Donc moi, je fais partie de ceux, justement, comme Winnicott, ou comme des... De toute façon, chacune et chacun, on sait très bien qu'on... Voilà, si on te dit d'une façon un peu contradictoire, sois toi-même, c'est contradictoire, parce que c'est quelqu'un qui vous dit sois toi-même. Quelqu'un qui vous dit sois comme moi. Mais en fait, on se définit dans une relation libre avec les autres, qui vous font confiance et qui vous permettent de vous exprimer un peu comme dans une conversation. En fait, vous allez définir votre idée par rapport à la question que vous venez de me poser, l'opinion avec laquelle je ne serais pas d'accord. Je vais me découvrir dans la relation avec vous. Donc moi, j'ai une philosophie, disons, enfin c'est prétentieux, mais disons en tout cas une conception relationnelle de la subjectivité, de l'individualité. On ne se construit que dans la relation avec les autres, qui donc doit être à la fois réelle, vous avez besoin d'autrui, et en même temps ouverte, libre, parce qu'autrui doit s'intéresser à vous. Par exemple, là, vous cherchez à savoir un peu ce que je vais dire, et ben c'est ça qui me permet d'être moi-même. Si personne jamais ne vous s'intéresse à vous, vous ne serez jamais vous-même. Donc, il y a un peu une dépendance vis-à-vis d'autrui, mais qui doit vous faire confiance, et après, il faut y aller. Après, il faut y aller, c'est-à-dire que chacun, où qu'il soit peintre, qu'il soit plombier, chacun rencontre une équation personnelle, des questions fondamentales. Elle ne doit pas se laisser détourner par ce qu'il écarterait trop de sa singularité. Ouais. C'est ça que je trouve difficile aujourd'hui, entre guillemets, et je ne sais même pas s'il y a une réponse, mais c'est un peu comment ne pas se tromper de rêve. Parce que c'est assez... Et j'entends ce genre de discours, par exemple, de jeunes filles qui disent, voilà, moi je veux ressembler à telle influenceuse, je veux faire comme elle, et elles sont intimement convaincues que c'est ce qui les rendra heureuses. J'imagine que peut-être que pour certaines c'est le cas, mais pour une grande partie d'entre elles, ça ne l'est pas, parce que finalement, elles voient que la face émergée de l'iceberg. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans cet écueil-là ? Parce qu'il faut des relations réelles. Alors bien sûr, il y a de l'imaginaire, il y a des modèles, il y a des contre-modèles. D'abord, il en faut plusieurs. Puis il ne faut pas juste des icônes figées, il faut des gens dont on vous raconte des histoires. Les histoires, c'est très important, avec leur négativité aussi. Il ne faut jamais vouloir la perfection, il faut admettre aussi qu'il peut y avoir du négatif. Et la vraie force, c'est de surmonter le négatif, c'est pas d'aller toujours bien. Donc déjà, il faut avoir des... C'est pour ça que les romans, la littérature, les films sont peut-être plus intéressants que les masques figés d'un bonheur parfait, parce que c'est forcément faux. Dans la vie, il se passe des choses, des épreuves. Déjà, si on vous raconte un conte de fées, on vous dit « il était une fois », et puis dès qu'il y a « il était une fois », il va y avoir un petit problème. Il va y avoir une aventure, il va y avoir une vraie difficulté.
pour ça que moi, je racontais des histoires tous les soirs à mes enfants. Et il se passe toujours quelque chose dans une histoire. Il y a une épreuve du négatif. Donc, il ne faut pas déjà idéaliser trop le positif absolu. C'est déjà mauvais signe. Si vous voulez la perfection, c'est que vous avez une angoisse. Donc, il faut quand même affronter un tout petit peu. C'est affreux, les contes de fées. Hein. Les vrais contes de fées un peu profonds. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, je me souviens du chaperon il y a des rouge, ogres, il y a des... qui est quand même horrible. Bah, le loup sûr. dans les bois qui mange la grand-mère, c'est quand même... Ouais, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on se découvre. Et puis aussi après, et puis après, le conte de fées nous apprend à maîtriser en fait ça et à avoir des modèles qui sont réels parce qu'ils ont affronté aussi l'épreuve de la peur, l'épreuve aussi du bonheur, qui peut être difficile aussi, hein, de supporter l'amour aussi, c'est pas si difficile. Et puis après, dans la vraie vie, ça va être aussi par relation avec d'autres qui vont vous permettre réellement des désaccords, des accords, etc. Et je pense, j'ai un peu peur pour les jeunes gens ou jeunes femmes qui seraient trop démunis face au réel parce qu'ils se donnent des modèles trop parfaits. Ouais. Et donc ça, voilà, je pense qu'il faut lire des histoires plutôt que contempler des images. Ou les deux, hein. Ouais. Les images, c'est important. Hein. Ou en tout cas, se parler. Ouais. Faut se parler. Quand vous dites la perfection cache une angoisse, pourquoi vous dites ça? Et comment le désamorcer? Si vous cherchez la perfection, c'est que vous ressentez que vous n'y êtes pas. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux assumer cette tension que simplement viser une perfection qui, du coup, sera impossible. Je ne pense pas qu'il faille renoncer à un désir d'être parfait. Hein. Je pense qu'aucun artiste, aucun métier, moi, si je fais un cours, je veux qu'il soit parfait. Hein. J'imagine que vous, votre podcast, vous voulez quand même qu'il soit pas mal. Pas trop mal, mais peut-être même parfait. Mais c'est en ayant conscience que c'est pas si facile, qu'il y a des risques, qu'on peut se planter, etc. Donc, c'est plutôt cette tension entre l'imperfection et la perfection. D'ailleurs, on dit philosophie, c'est le désir de la sagesse. C'est pas la sagesse elle-même. Et celui qui se dit philosophe, moi, je pense qu'il ne l'est pas. On veut l'être, on essaye de l'être, parce que la sagesse, c'est justement une capacité d'assumer ce qui est difficile. D'ailleurs, dans la langue courante de la vie ordinaire, quand on dit de quelqu'un qu'il est philosophe, c'est qu'il supporte les choses difficiles. Ah, celui-là, il est vraiment philosophe. Ça veut dire, waouh, même dans la difficulté, il reste heureux, il maintient il se maintient, il maintient les principes, il maintient la vérité, le bien, même dans l'horreur. Et c'est très rare. Et c'est pas souvent ceux qui font cours de philo. Hein. Comment on peut réussir à ne pas tomber dans, j'ai envie de dire, la propagande du culte de la performance qui est là aussi de plus en plus présent. Est-ce que vous avez observé déjà, vous, au fur et à mesure des années où vous avez enseigné, une différence dans la conception de la réussite? Et pourquoi aujourd'hui la réussite prend une telle place au point que certains recherchent ça bien plus qu'ils ne recherchent l'épanouissement ou le bonheur? Oui, ça peut être très dangereux. Je me souviens d'une discussion un jour avec quelqu'un qui me disait à propos de l'école où je travaille, les normaliens, on les appelle comme ça, les élèves de l'école normale. Et il me disait, il faut que tu rencontres des normaliens qui ont réussi. Et il voulait dire des normaliens qui ont fait fortune, qui ont de l'argent. Mais moi, les normaliens et normaliennes qui ont réussi, c'est ceux qui sont heureux, c'est ceux qui, très souvent, la majorité sont profs de physique, de maths, de philo, d'histoire. Et s'ils ont réussi, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils aimaient. Et cette école, justement, leur donne le moyen de faire ce qu'ils aiment, en ayant conscience que c'est une responsabilité aussi, parce que, bon, ils sont pas bien payés, mais ils sont payés même quand ils entrent dans notre école pour étudier, puis pour être prof ou chercheur. Et cette réussite, c'est aussi de faire bien ce qu'on aime, de faire partager les autres. C'est pas un modèle unilatéral. Et surtout, encore une fois, je vais vous paraître toujours dans l'entre-deux, mais c'est un peu mon cas. Je pense vraiment que la réussite est toujours forte quand elle est consciente de sa fragilité et de ses risques. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « Revivre », et beaucoup l'ont pris comme un livre de développement personnel, ce qui ne me gêne pas d'ailleurs. C'est un chemin aussi vers le bonheur, en fait. Mais revivre, moi je disais toujours, et je soutiens dans ce livre que ça a deux sens. C'est renaître, être heureux, mais justement déjà par rapport à une difficulté antérieure. Mais même revivre, c'est aussi revivre le négatif. C'est la répétition. Le problème de la peur profonde, du traumatisme, c'est qu'il se répète. Vous allez répéter aussi toujours les mêmes angoisses. Donc je pense que la vie est toujours un peu aussi une lutte contre son contraire. De même que la santé est une capacité à supporter les maladies.
C'est pas le contraire de la maladie, c'est la capacité à la supporter. Vous êtes en bonne santé si vous attrapez un rhume et après vous allez bien. Vous n'êtes pas en bonne santé, point. Donc la réussite, c'est être capable de supporter aussi peut-être l'échec, en tout cas la difficulté. Quelqu'un qui a vraiment réussi, encore une fois, c'est le sage qui est capable de supporter les limites de sa réussite. La folie de la réussite, c'est encore une fois le déni de la réalité humaine, en fait. On le voit bien hein, dans les surhommes, les gens qui cherchent tout, la tech, les milliards, la réputation mondiale, pour eux-mêmes tout seuls, encore une fois, et pas pour les autres, en déniant les problèmes des autres. Comme on disait, il faut... Enfin, voilà, il faut admettre qu'on on peut pas être heureux tout seul. Il y a une question que je me suis toujours posée, finalement aussi, dans la valorisation aujourd'hui des diplômes, des études, et c'est compréhensible parce que ça garantit quand même aussi plus de liberté financière. Mais est-ce que c'est pas paradoxal avec l'injonction au bonheur, dans le sens où, je sais pas s'il y a déjà eu des statistiques et si on peut en faire, mais est-ce que l'expression imbécile heureux ne cache pas une part de vérité ? Plus on se pose de questions, moins on est heureux, je pense. Alors, moi, je fais partie de ceux, un peu comme Dostoïevski, comme Blaise Pascal aussi, comme beaucoup de philosophes qui reconnaissent l'importance de la simplicité, qui ne se posent pas de questions, mais ça dépend. Hein. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions, mais qui détruisent tout. Il y a des gens qui sont spontanément dans le bien. Mais je pense que il y a toujours 3 niveaux dans la vie humaine. Il y a celui qui est heureux spontanément, par une sorte de grâce, une sorte de bonté aussi, souvent parce qu'il a été aimé par d'autres, c'est jamais tout seul non plus. Et celui qui ne se pose pas de questions, comme une brute aussi. Et qui détruit tout sans se poser de questions. Hein. Il y a celui qui tue aussi sans se poser de questions. Donc il y a toujours les deux. Après, il y a un deuxième niveau qui passe par le savoir, justement parce que on a beau être simple, on rencontre quand même la mort, le malheur, et quelqu'un qui est simple, l'idiot de Dostoïevski, il est sidéré par la méchanceté des humains, par exemple. Il est sidéré par la mort, il est sidéré par la peur, donc il est simple, il est mystique, il est magnifique, mais quand même, il est sidéré, comme la simplicité dans les grands textes religieux, dans toutes les religions. Vous avez des grands sages ou des enfants ou des fous aussi qui sont très simples, mais ils rencontrent le malheur, donc il faut passer au savoir. Et le savoir, lui, il peut engendrer l'imposture, des tas de questions qui vous rendent malheureux. Et il y a un 3e degré, qui est celui de la simplicité après le savoir. Au-delà du savoir, il y a en effet, en ayant conscience de ce qu'on a traversé, il y a ce que Jean Kelevitch appelle la seconde simplicité, la simplicité qui a traversé l'épreuve du doute, l'épreuve de la question, c'est celle que doit viser la philosophie, justement. Donc il y a toujours 3 niveaux. La première simplicité, l'ébranlement qui conduit quand même aux questions, au savoir, on ne peut pas s'en passer, et puis, mais ça peut donner aussi l'imposture et le croire qu'on peut répondre aux choses par le savoir seulement. Puis après, il y a le 3e niveau, qui est rare, celui qui est simple, mais en sachant pourquoi. Et ça, c'est ce qu'il faut rechercher dans la vie. Quelle est la question en ce moment qui vous sidère le plus ? Ah, c'est drôle que vous disiez sidération. Peut-être que c'est la question de la sidération, justement, en fait. Parce que moi, j'appelle sidération l'étonnement qui vous pétrifie et qui détruit tout ce que vous avez construit pour vous protéger justement de la destruction. Et on appelle sidération vraiment ce qui détruit ce qu'on ne pensait pas pouvoir être détruit, ce qu'on avait construit pour se protéger. Donc il y a de l'étonnement, il y a de la peur parfois, mais il y a quand même un cadre. Par exemple, je sais pas, j'ai peur qu'il pleuve ce soir, c'est pas grave. J'ai peur que la planète se détruise, ça c'est sidérant. J'ai peur qu'il y ait un méchant dans le métro, c'est une chose. J'ai peur qu'il y ait du terrorisme ou qu'il y ait une guerre, c'est autre chose. Donc la sidération, elle vous paralyse. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande question, c'est qu'on est revenu à la sidération. J'ai publié un recueil de chroniques qui s'appelait Sidération et résistance. Et très prochainement, je fais un exposé sur ce philosophe que j'ai déjà cité, qui s'appelait Vladimir Jankélévitch, et qui était un grand exclamatif. Moi, je travaille beaucoup sur l'étonnement, l'exclamation. Et c'est justement, on croyait qu'il était sidéré, il n'était pas sidéré. L'étonnement,
c'est pas la sidération, parce que la sidération reste muet. Il y a une pathologie de la sidération. Si vous êtes frappé d'un grand choc, vous allez être pétrifié. Peut-être pour toute la vie. Les grands traumatisés, où ils viennent fous. Il y a la question de la folie. Et l'étonnement, c'est justement d'exprimer ce qui vous sidère. Donc, moi, je suis inquiet de la sidération d'aujourd'hui, la sidération par la gravité des problèmes, et la sidération que j'appellerais entretenue, délibérément, par exemple, des hommes politiques, ou justement des hommes de médias, ou des provocateurs qui cherchent à vous sidérer pour vous paralyser. Donc, ils vous font peur. Ils utilisent... Donc oui, il faut se méfier de la sidération, c'est le grand danger d'aujourd'hui. Les jeunes, j'espère, ne sont pas trop sidérés par ce qui arrive, par la peur climatique, par le retour des guerres, par les développements technologiques. Il faut sortir de la sidération. Et pour ça, il faut s'étonner, bizarrement. L'étonnement contre la sidération. Parce que l'étonnement, on cherche pourquoi, on se demande ce qui se passe, et déjà, on échappe à la pétrification. Paralysie, la paralysie, exactement. Comment votre rapport à la peur a changé par rapport à, si je vous prends vous, 18 ans, qui commencez vos études, à aujourd'hui? D'abord, je pense que la philosophie m'a aidé à creuser mes peurs inconscientes, en cherchant, au fond, quelles sont les grandes peurs des humains, pourquoi, voilà. Donc ça, c'est une chose, une sorte de conquête sur soi-même, partielle, fragile toujours, mais quand même réelle un peu. Et puis après, malheureusement, dans le même temps, il y a des grandes peurs qui sont venues sur la planète. Moi, je fais partie d'une génération qui était quand même dans l'espoir que des grandes tyrannies politiques, des grandes maladies, tout ça allait pouvoir être surmonté par la science, par la démocratie, par la justice, par les humains qui cherchaient moins à se faire la guerre qu'à lutter contre les problèmes. Et c'est un peu terrible de voir des régressions aujourd'hui. Donc, d'un côté, j'ai l'impression d'avoir progressé pendant que le monde régressait. Alors peut-être ça aide à supporter la régression. Peut-être que nos progressions personnelles aident à lutter contre les régressions collectives. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de progrès absolu. Il n'y a que des progressions et des risques de régression. Mais je sens bien qu'on peut régresser dans la panique, dans la sidération, mais on peut lutter contre cette régression. On peut le faire. Et la philosophie peut aider, doit aider. C'est son but. Est-ce que vous avez déjà eu une période dans votre vie où vous n'arriviez pas à gérer le volume de questions que vous vous posiez et où ça devenait, ça polluait votre esprit? Et comment on peut lutter un peu contre ce qu'on appelle vulgairement l'overthinking? Alors moi, dans mon cas, c'est pas le volume. Ok. Par exemple, aujourd'hui, j'ai énormément de travail. Je mène au moins 2 vies professionnelles sans me vanter, puisque j'ai gardé des cours, je suis quelques étudiants, j'essaye de faire un peu de philo, comme aujourd'hui, tout en ayant d'autres responsabilités. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Mais ça me gêne pas, j'allais dire. Je suis bien organisé, sans doute. Je fais pas tout parfaitement non plus, et je suis pas tout seul. Par contre, une question vraiment pénible peut tout gâcher. Moi, c'est pas le volume. Le volume me dérange pas, c'est l'intensité. Le volume au sens du son, si vous voulez. Pas le volume au sens de l'espace, mais le volume au sens... une question très pénible, parfois une phrase malveillante, parfois une question minime, une question personnelle, parfois une angoisse profonde. Ça peut être... Mais ça peut m'obséder. Moi, je suis pas du tout raisonnable sur certains sujets. Mais c'est pas le volume. Je peux avoir en même temps beaucoup de petits soucis. Mais beaucoup de petits soucis ne font pas une grande angoisse. Est-ce que vous pensez qu'on peut gérer une obsession? Gérer, c'est pas le mot que j'utiliserais. Parce que gérer, c'est... On gère une entreprise, on gère pas une angoisse. Mais on peut l'affronter. Il faut l'affronter. Et il faut la domestiquer, en même temps savoir que le négatif, encore une fois, ne disparaît jamais, il peut être contenu. De même, moi j'ai fait un petit livre qui s'appelait « Les maladies chroniques de la démocratie ». Une maladie chronique, c'est quelque chose dont on ne guérit jamais. Mais on peut aussi ne pas en mourir. Donc on la contient, comme on dit contenir, on la maintient en dessous d'un niveau où elle est dangereuse.
Donc voilà, il faut contenir ces obsessions que nous de toute façon, on les contient, elles sont en nous. Et après, il faut les contenir au sens de les limiter. Et je pense que c'est déjà énorme de faire ça. Et évidemment, il ne faut pas juste contenir le négatif, il faut créer, il faut aimer, il faut être dans le positif. Hein. Donc oui, on ne peut lutter contre la destruction que par la création positive et par le fait de contenir la dose irréductible de négativité qui est dans chacun de nous. Donc il faut contenir le négatif et toujours avoir tous les jours quelque chose de positif, dans tous les domaines. Tous les jours un peu de tout, positivement. Est-ce que c'est pas de la positivité toxique ? C'est un mouvement qui se développe beaucoup. Non, parce je sais pas que moi, si j'admets le négatif. Moi, j'admets totalement le négatif. Ouais. Ah non, moi, je peux pas être... C'est que l'un ne peut vivre sans l'autre, en fait. Ah ouais. Quelqu'un qui dirait tout va bien, positiver... S'il n'a pas d'abord dit, il y a aussi du négatif, il y a aussi des problèmes, comme quand même je viens de le dire. Ah, tout à fait, ouais. Je pense qu'il vous trompe. Il se trompe, mais plutôt il vous trompe. Pourquoi ça marche de mieux en mieux, pourtant, ces livres-là, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de problèmes. Mais vraiment ? Bah oui, quand même. Moi, c'est ce qui se dit. Je pense que c'est un symptôme de plus de la gravité de l'époque. J'ai du mal à croire qu'il y ait plus de problèmes aujourd'hui en 2025 qu'en 1918. Non, mais qu'en 1990, oui. Ouais. Le problème, c'est pas 1918 ou 1945, évidemment, hein, mais c'est plutôt en Europe, et je dis bien pas partout, mais dans nos pays, on a cru à un moment, par exemple en 1989, on a cru que c'était, évidemment, on me disait c'était la fin de l'histoire, ça y est, les dernières dictatures s'écroulent, tout le monde croit à la démocratie, etc. Encore une fois, on croyait avoir terrassé les maladies, après sont revenus le sida, puis plus récemment le Covid et beaucoup d'autres. On croyait ceci, on croyait cela. Donc moi, je ne pense pas qu'effectivement, si on se compare aux épidémies, si on se compare aux 2 guerres mondiales, on se dit, bah non, en fait, voilà, vous êtes encore bien heureux. Bah, pas du tout. En fait, par rapport à 90, à l'échelle d'une génération, de la mienne, de celle de vos parents, c'est une régression qu'on vit. Donc il faut bien voir que ça se construit par rapport à ce qui venait avant. Est-ce que nos parents, ils croyaient que... Nos parents voyaient bien que ça pouvait aller mieux qu'avant, et j'ai l'impression que dans votre génération, vous avez peur que ça aille moins bien après qu'avant. Donc, oui, non. Et du coup, ce souci de perfection et cette positivité, tout ça, pour moi, elle est un symptôme d'une angoisse qui est quand même... Je pense qu'il y a 30, 40 ans, on se serait moqué des gens qui veulent aller bien. On ne voulait pas aller bien. Tout semblait aller bien. Tout semblait aller dans le bon sens, donc il n'y avait pas besoin. Donc c'est quand même mauvais signe. Donc moi, je ne suis pas dans le déni du négatif, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de remède. Les gens qui vous disent vous allez être parfaitement heureux, il ne faut pas les croire. Il faut plutôt travailler contre le négatif, être utile quelque part. Les gens qui seront heureux sont des gens qui se battent contre quelque chose d'objectivement nuisible quelque part. Sur le modèle du médecin, par exemple dans La peste de Camus. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, si vous luttez concrètement contre quelque chose qui est objectivement dangereux, là vous pouvez être heureux. L'engagement. Ouais, quand même. Et je pense dans votre génération, il y a quand même... Les étudiants que je vois aujourd'hui, ils ont conscience aussi que leur savoir peut aider aussi concrètement à améliorer le monde. Là, on peut être très heureux. De quoi vous avez le plus peur pour vos enfants ? Bah, comme je vous dis, de leur peur à eux, en un certain sens, qu'ils n'arrivent pas à les maîtriser. Ils sont dans la création, donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais je sens qu'ils sont dans la création justement parce que, aussi, ça exprime le besoin d'une génération de résister à la destruction. Il se trouve que dans beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis, disons, de ma génération dans l'enseignement, ont des enfants qui ne font pas de l'enseignement, mais qui sont artistes, dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma, dans la création. J'y vois quelque chose, j'y vois un geste collectif, intuitif, très fort, en fait. C'est un peu, peut-être parce qu'ils considèrent que ce qu'on fait, nous, est un peu insuffisant aussi. Hein. Et moi, j'ai des étudiants qui font heureusement de la philo, de la recherche, il faut des savants, Mais je crois qu'il faut créer. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on enseigne à tous les enfants qui sont en primaire ou au collège, qu'on ne leur enseigne pas pour l'instant ? Peut-être, en plus de la langue, quelques grandes histoires.
quelques poèmes aussi, quelques textes. Parce qu'on apprend la langue et peut-être pas les histoires, en fait, les grands textes et des petites histoires aussi. Mais je pense vraiment que le récit, la culture, ça nous aide à maîtriser un peu tout. Et je pense que oui, c'est très important, y compris d'en connaître un peu par cœur. Y compris de... Voilà. Mais des très grandes histoires, hein, ça peut, mais sans avoir peur. Mais par exemple, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les grandes religions, toutes peut-être, mais dans leurs grands récits, et en tant que récit humain déjà. Sans se poser la question d'y croire ou de pas y croire. Hein, et puis les fables, pas seulement de La Fontaine, les grandes fables qui sont des moyens que l'humanité a inventés pour survivre. Hein. Un des philosophes dont je m'inspire beaucoup, Michel Serres, on a édité un livre posthume de lui sur La Fontaine. Et il explique comment les fables sont vraiment des outils biologiques que les humains ont inventés pour survivre. Et Bergson, sur qui j'ai beaucoup travaillé, disait la même chose. Il définissait l'imagination comme la fonction fabulatrice. Donc je pense que oui, raconter des histoires, peut-être donc pas seulement la langue, mais les histoires, pas seulement le calcul, mais la science, et pas seulement le dessin, mais la musique et tous les arts. Donc être un peu dans le réel de la création humaine. Alors je ne pense pas que ça ne s'enseigne pas, hein, je pense que ça se fait. Mais je pense qu'il faut les deux. Il faut au fond l'élémentaire et le parfait. Donc la langue et l'Iliade. Ou bien, je ne sais pas moi, l'addition et peut-être une grande découverte scientifique. Comment vous respirez, par exemple. Je me souviens d'un cours de philosophie, hein, c'était très tard, où un philosophe nous avait dit, il y avait la science au programme, je ne sais plus trop, et il nous avait dit, est-ce que vous savez comment fonctionne votre cœur ? Ben non, moi je ne savais pas. Que la respiration est une combustion, que notre poitrine fait de la ventilation du feu. Enfin, il faut... Donc voilà, voilà, un peu des deux extrêmes. L'élémentaire et le profond. Et peut-être que le profond, je ne sais pas qu'il a disparu, mais on l'a trop enlevé de l'éducation. Puis aussi se repérer dans l'espace et dans le temps. Très important. Où sommes-nous ? À quel moment de l'histoire ? Qu'est-ce que c'est que demain, hier ? Un ami qui me disait récemment, il faut créer une éducation à la temporalité. Pas être perdu. L'éducation, c'est une orientation. C'est quoi un rapport sain au temps ? Alors ça, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Pendant la pandémie, j'ai fait un livre qui s'appelait « Vivre en temps réel ». Parce que je pense que le rapport sain au temps, là aussi, il a 3 niveaux, je dirais. Je reprendrai un peu ce que je vous ai déjà dit sur le bonheur. Inconsciemment, on ne pense pas au temps. Donc quand vous ne pensez pas au temps, c'est bon signe. Par exemple, si là, on regardait notre montre tout le temps en se disant « Oh là là, il ne nous reste que 5 minutes » ou « Alors, c'est super long, quand est-ce que ça va se terminer ?» C'est pas bon signe. C'est qu'on est dedans, on est dans le temps sans y penser. Pour moi, le rapport conscient au temps est toujours un peu malheureux. C'est la peur de la mort, c'est l'urgence, le tic-tac de l'horloge, c'est l'ennui, c'est la nostalgie, c'est la crainte. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et c'est nécessaire, hein. L'économie est fondée sur la prévision, l'écologie aussi, le climat, la météo. Mais ça, c'est inquiétant. Donc le rapport au temps est nécessaire, le rapport critique conscient au temps est nécessaire, mais peut-être très pénible. Et moi, je pense même que toute conscience du temps est une souffrance du temps. J'ai essayé de définir ce que j'appelle la souffrance temporelle. C'est-à-dire que toute souffrance se redouble d'une souffrance temporelle. Par exemple, vous êtes malade, aussitôt vous dites quand est-ce que ça va s'arrêter ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est de se souvenir comment c'était quand on ne l'était pas. Bah exactement. Ce qui est presque impossible. Et quand on ne l'était pas, c'est qu'on n'y pensait pas. Ouais. Donc il y a une terrible cruauté du temps conscient. Pas du temps tout court. Hein. Ou de la conscience tout court. De la conscience du temps, de la conscience tout court. Toute conscience étant aussi une inquiétude vis-à-vis du temps. Donc par exemple, quand vous êtes amoureux, heureux, vous n'y pensez pas, puis après, vous dites, est-ce que ça va durer toujours ? Comment ça se fait que ce bonheur-là ne soit pas éternel ? Le temps, pour l'humain, c'est une inquiétude. Hein. Et puis après, être heureux dans le temps, malgré cette inquiétude, là aussi, c'est la 3e sagesse.
c'est de retrouver ce bonheur temporel malgré l'inquiétude temporelle. Parce que l'inquiétude temporelle, elle est vitale. Si vous vous inquiétez pas du temps, il va vous retomber dessus. Et plus méchamment encore. Donc voilà, c'est une très bonne question. Et donc apprendre à s'orienter dans le temps, parce qu'il y a aussi le temps de l'histoire, la désorientation. Est-ce qu'il y aura encore un avenir? Est-ce qu'il y aura encore un progrès? J'ai un étudiant qui fait une thèse sur le problème philosophique de l'avenir. Et un jour, il est venu me voir à un moment critique des 2 dernières années, là, sur les guerres et sur le climat aussi. Et il m'a dit, mon sujet a disparu. Il n'y a plus d'avenir. Pourquoi je fais cette thèse? Heureusement, il n'a pas arrêté. Hein. Ouais. Là, c'est métaphysique presque. Il n'a pas arrêté. Mais non, c'est métaphysique, mais c'est issu des nouvelles sur les téléphones. Enfin, vous ouvrez votre téléphone, c'est pas vrai. Donc, pour préserver... Donc, on passe par des zigs et des zags en ce moment sur le temps. C'est ce que j'avais essayé de décrire dans ce livre sur la pandémie. Donc, je trouvais que c'était une urgence qui durait longtemps, très longtemps. 4 ans d'urgence. Et on réalise aujourd'hui des choses inouïes pour ma génération. Par exemple, la guerre en Ukraine, ça fait 3 ans et demi. Bientôt, on sera à 14-18. Pour moi, 14-18, c'était une phrase abstraite. Hein. C'était 2 chiffres, un tiret, 2 chiffres. En fait, c'est 4 ans. Et on ne savait pas ce que c'était. Hein, Aujourd'hui, on voit très bien. La guerre en Ukraine, oui, d'abord, c'est des tranchées, c'est interminable. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent. Ça a été commencé le 24 février 2022. On est en 2025, c'est toujours pas fini. Je pense vraiment qu'on vit le retour des grandes épreuves temporelles qu'une génération croyait révolues. Est-ce que vous pensez qu'on peut accentuer ou multiplier ces moments de perte de la notion du temps? C'est un moment de bonheur, donc. Ouais, c'est le moment de bonheur, ouais. Ah oui? Ce choix, question totalement... bien sûr. Qui me concerne totalement. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours conscience du temps. Non, je pense pas. Je pense pas. Beaucoup. Beaucoup. Donc alors, j'aimerais bien avoir plus de moments, en effet, de... Non, quand vous vous absorbez dans un livre ou quand vous parlez avec quelqu'un, vous y pensez pas. Ça revient forcément. Vous dites, désolé, je dois te quitter, zut, machin, ou bien j'ai un mail, je dois partir, désolé. Mais entre ce désolé et celui d'après, j'espère pour vous, et je suis sûr qu'il y a un moment où vous l'oubliez. Et même quand vous rendez visite à quelqu'un qui va pas bien, vous lui faites passer un bon moment, comme on dit. C'est important. Ce bon moment, c'est un moment sans angoisse temporelle. Et c'est vraiment crucial. Donc, moi, je suis sûr que mais donc, comment on peut en avoir plus? Ça se construit. Ça, c'est vrai que ça se construit. Et pas dans l'obsession de le construire, mais c'est vrai qu'il faut... Ça, c'est vraiment le comble de la sagesse, je pense. Je ne dis pas que j'y suis, mais d'arriver à... même dans un agenda compliqué, même avec plein de soucis, à être pleinement présent dans la chose qu'on fait au moment où on l'a fait. C'est vrai qu'il y a un harcèlement temporel aujourd'hui, intrusif. Donc c'est vrai que même là, je crois que j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. Vous avez remarqué? Ouais, parce que moi, je vous ai dit, j'entends tout et tout. C'est nul. Et en même temps, c'est pas grave. Non. On va garder ça parce que je pense que on veut du vrai. C'est le réel. Et voilà, j'en fais abstraction. Si j'en fais pas abstraction, je suis plus avec vous. Et si je suis plus dans la conversation, évidemment que je dis plus rien. Tout se défait en réalité. Donc il faut arriver quand même à être pleinement présent à chaque chose, positive ou négative d'ailleurs. Mais un médecin d'urgence, par exemple, un médecin du SAMU. Moi, j'avais fait une préface pour un livre d'un chirurgien du SAMU du 62, du Pas-de-Calais, Pierre Valette. Ça s'appelait L'éthique de l'urgence. Enfin, c'est peut-être pas ça le titre exact, mais lui, il dit, même dans l'urgence, même avec le tic-tac du camion sur l'autoroute en cas d'accident, etc., il prenait un moment avec les gens, avec chaque personne. C'est très important. C'est pas toujours facile, hein. Ouais. En fait, je me demande dans quelle mesure c'est un choix. Là, dans son cas, c'est un choix, parce que forcément, il est dans un métier qui l'entraîne vers le contraire. Et c'est très bien aussi, et il ne faut pas critiquer ceux qui n'y arrivent pas, mais s'il ne décide pas de préserver ce petit moment, même si ça dure 1 minute, où il va parler à la personne, par exemple, au lieu de dire simplement de la mettre dans l'ambulance, c'est ce qu'il dit, hein, j'invente pas, moi je ne suis pas médecin, mais j'admire beaucoup les médecins. Oui, c'est un choix quand même. Dans ce cas-là, c'est un choix, parce qu'il est dans l'urgence. Et au fond, dans nos vies, c'est un choix aussi. On voit bien quand même que
les gens heureux sont ceux aussi qui ont fait les bons choix qui leur permettent d'être heureux. Vous êtes dans un métier qui vous donne un peu... Et c'est une obligation sociale. La société peut vous en priver. Hein. Je dis pas que c'est... C'est pas donné à tous. Hein, Ouais, mais ça dépend pas que d'un choix individuel. Il faut que... J'avais fait un petit rapport sur le temps avec une amie à qui on partageait cette question, Hélène Leuillet, qui a fait un livre sur le retard. Éloge du retard, ça m'a beaucoup aidé dans la vie, son petit livre. J'adore déjà le titre, pour quelqu'un qui est rarement à l'heure. Voilà. Bon, on avait fait un petit rapport sur le temps au travail. Et le fait, qu'est-ce que c'est qu'un temps heureux et malheureux dans le travail aussi. Mais c'est un peu pareil. On vous donne dans votre métier une suffisante marge de temps pour que vous puissiez comprendre le sens de ce que vous faites et être présent à ce que vous faites. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'aliénation et le malheur. C'est les charlots, les temps modernes. Travailler à la chaîne. Et qu'est-ce que vous pensez de... Je l'appelle injonction, mais on pourrait l'appeler recommandation à l'instant présent, qui fleurit ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas d'instant présent. On parlait d'instant présent dans l'Antiquité déjà, il y a 2000 ans. Et c'est une forme de sagesse, bien sûr. Cueille l'instant. Carpe diem. Carpe diem, c'est Épicure. Et donc oui, l'instant présent, parce que justement, ça rejoint ce que je viens de dire, hein, il faut saisir l'instant, être dedans. Elle est paradoxale parce que, en fait, normalement, on doit être dedans sans qu'on vous le dise. Si on vous le dit, c'est qu'il y a déjà un problème. Ouais. Donc c'est pour vous réorienter. Ça peut être violent aussi, ça peut être trompeur. Ça dépend beaucoup de la façon dont on vous le dit. Si on vous le dit comme ça... mais quand même, je pense que c'est une trace de la vraie pensée du temps qui, elle, n'a pas besoin de le dire, mais qui est dedans sans le dire. Moi, je dirais jamais seulement à quelqu'un cueille l'instant, parce qu'il peut y avoir des instants terribles. C'est plutôt protège l'instant heureux, crée l'instant de bonheur. Soit dans les moments heureux et dans les moments tragiques, il faut y être aussi, mais en ayant conscience qu'ils sont tragiques. Donc, il faut être pleinement présent, malheureusement, un peu à tous les types d'événements. Et puis, ça suffit pas. Cueille l'instant, ça n'empêche pas de prévoir l'avenir et de se souvenir du passé. Les gens ont besoin aujourd'hui de s'orienter aussi dans l'histoire du passé et dans la préparation de l'avenir. Si vous dites à un Ukrainien, par exemple, aujourd'hui, une Ukrainienne cueille l'instant, bien sûr, ça va lui permettre d'échapper à la guerre. Mais il faut aussi comprendre l'histoire qui a conduit là et construire un avenir de paix. Donc, c'est une demi-sagesse. Comme toujours, il y a 3 niveaux. Cueille l'instant, passe par le temps, retrouve l'instant. Quels sont les discours du développement personnel qui vous énervent ? Je trouve que beaucoup se voilent d'une forme de volonté ou de prétention philosophique, souvent sans fondement. Donc, est-ce qu'il y a des sujets, vous, qui vous travaillent et que vous avez envie de remettre en question ou de mettre en garde ? Les livres de développement personnel qui m'énervent, il y en a beaucoup, c'est vrai. Soit parce qu'ils ne se posent pas de problème, soit parce qu'ils ne cherchent pas à démontrer ce qu'ils disent. Et même si on veut le développement personnel, c'est-à-dire au fond le bonheur, ça a toujours été le but de la philosophie. Moi, dans Revivre, ça a quand même été mon but. C'est pour ça que certains l'ont pris. Les philosophes ne l'ont pas lu parce qu'ils pensaient que c'était un développement personnel, et les développements personnels ne l'ont pas lu parce qu'ils pensaient que c'était trop de philosophie. Donc, c'est normal, mais bon, c'est quand même... ça fait son chemin un peu à sa manière. Mais je pense qu'il faut quand même démontrer ce qu'on dit, hein, quand on se permet de parler aux gens, de leur indiquer le bonheur. Et il se trouve qu'il y a plusieurs théories du bonheur. Là, vous me demandez un peu la mienne, et merci pour ça, mais en fait, la philosophie, ça n'existe pas. Il y a les philosophies. Il y a des gens qui pensent que nous avons une raison, un esprit qui nous permet d'être heureux, même dans le malheur. Et de maîtriser nos pensées, quoi qu'il arrive. Par exemple, les sages stoïciens, ils pensaient qu'un sage, même si on lui brûle le corps, il peut maîtriser sa souffrance. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je suis plus vitaliste, comme on dit, mais vitaliste critique, c'est-à-dire qu'il y a la vie et la mort, et qu'elles ont différents niveaux, depuis le corps individuel jusqu'aux sociétés humaines, et qu'il y a plusieurs façons de mourir pour les humains, etc. Mais je cherche à défendre cette forme de philosophie, non pas contre les autres, mais quand même, oui, un peu. On ne peut pas être à la fois matérialiste et dualiste. Est-ce qu'on a une âme et un corps, ou est-ce qu'on n'a qu'un corps ?
Je suis désolé, les gens qui n'affrontent pas ces questions-là vous mentent parce que ça ne conduit pas au même développement personnel. Mais Est-ce que vous êtes juste un corps ou est-ce que vous avez un esprit? C'est le gars qui vous dit que cette question n'est pas importante, il vous ment. Est-ce que c'est la même chose, la différence entre corps et esprit, et entre âme et corps? Enfin, parce que je pense à Descartes, du coup, qui est très dualiste. Je crois que Merleau-Ponty, au contraire, il part du principe que on peut pas juste avoir un corps, on est un corps qu'on vit et qu'on expérimente. Mais j'ai l'impression que l'âme, c'est encore une autre conception plus spirituelle de qui on est. Disons que tout le monde pense qu'on a un esprit, parce que l'esprit, c'est la capacité justement à saisir l'absence, à se représenter l'universel, à avoir des pensées. Donc tout le monde en a. On peut penser à quelqu'un d'absent, on peut penser à 2 et 2 font 4, quand on est un être humain. Mais ça pourrait venir encore du corps. C'est une partie de notre corps, par exemple le cerveau, qui fonctionne de telle façon, qui peut s'abstraire de la vie immédiate et construire des représentations, etc. L'âme, c'est l'idée que certains philosophes qu'il y a un principe indépendant du corps qui produit tout ça. Que si vous avez une idée, c'est parce que c'est pas votre cerveau, c'est parce qu'il y a un principe indépendant en vous qui produit tout ça. Donc, et ça peut être vrai ou faux, mais en tout cas, ça distingue 2 types de philosophie déjà. Vous disiez que la philosophie recherche le Et moi, bonheur. pour vous dire sûr. où je me tiens là-dedans, je pense que je suis plutôt du côté du vivant. Donc notre esprit n'est plutôt qu'un degré de la vie, mais qui chez les humains prend une forme quand même très particulière, du coup liée à la relation entre les humains. Donc je ne suis pas dualiste entre l'âme et le corps, mais je suis dualiste entre la vie et la mort. Mais bon, c'est pas le même dualisme. On en reparlera. J'ai juste posé cette question-là qui me taraude concernant, comme vous avez dit, que la philosophie finalement recherchait le bonheur. J'avais l'impression que la philosophie, c'était pas la recherche du bonheur, mais que c'était la recherche de la vérité, même quand la vérité ne rend pas heureux. Mais pour le bonheur quand même. La vérité qui ne rend pas heureux doit être recherchée pour être heureux quand même. Il y a des vérités difficiles, il y a du malheur, mais on ne cherche à le connaître que pour y répondre. C'est comme, évidemment, connaître la nature humaine avec sa négativité, la haine, la guerre, il faut connaître la mortalité, il faut connaître la maladie, mais pour lutter contre. Et la mortalité, c'est pas pour s'en débarrasser. Il y a un philosophe qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Fardeau et bénédiction de la mortalité ». Mais il faut être heureux malgré la mortalité. Donc oui, je pense que justement, une vérité qui ne rend pas heureux est une étape vers le bonheur avec cette vérité-là aussi. Donc il ne faut pas la refouler, sinon vous serez malheureux. Il ne faut pas non plus s'y limiter, parce que sinon vous serez malheureux aussi. Mais une philosophie qui ne se donne pas comme but de vivre avec les vérités difficiles et de vivre heureusement malgré le difficile... Oui, parce qu'en fait, c'est pas une philosophie. C'est en fait la critique de certains philosophes, parfois de choisir, si on recherche le bonheur, on choisit la facilité, donc on choisit de croire ce qui nous rendra heureux, et on peut en soi. Par exemple, Sartre ou Camus étaient assez convaincus que la vie n'avait pas de sens. En soi, c'est pas une croyance qui rend particulièrement heureux, mais pour eux, c'était une vérité, ou en tout cas, ça avait valeur de vérité, et donc ils la préféraient à la possibilité de croire en une vie après la mort qui potentiellement les aurait rendus plus heureux. En fait, ils croyaient 2 choses. Ces penseurs du moment qu'on appelle l'existentialisme ou l'absurde, comme disait Camus. Ils croyaient que le monde n'avait pas de sens, mais que l'homme voulait du sens, quand même. Parce que le monde n'a pas de sens que pour un être qui recherche du sens. Dire que le monde est insensé, c'est parce que vous cherchez du sens. Donc il y a 2 choses. Il y a le monde qui, en effet, n'a pas de sens pour eux, mais il y a l'homme face à ce monde qui n'a pas de sens et qui, lui, recherche du sens. Alors, en un sens, c'est encore plus grave. Parce qu'on recherche du sens dans un monde qui n'en a pas, donc c'est l'absurde, comme dit Camus, et ça peut vous rendre fou, ça peut mener au suicide. C'est le premier grand défi de Camus, dans le mythe de Sisyphe, c'est de répondre à la tentation du suicide. Puis après, c'est le meurtre. Mais la grandeur de l'homme, dit Camus, c'est de maintenir la demande de sens dans un monde qui n'a pas de sens. Donc c'est pas juste. Et Sartre, c'est pareil, on maintient la liberté même dans un monde qui la réalisera pas.
Donc c'est ce maintien. Alors ils sont pas. Après, ils sont en désaccord sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est ça leur problème commun. Donc oui, quelqu'un qui se contenterait de dire le monde n'a pas de sens, c'est une demi-vérité. Parce que, encore une fois, si vous dites à quelqu'un le monde n'a pas de sens, il va se dire ah là là, mais en fait, je te dis ça alors même que nous cherchons du sens ensemble. Et d'ailleurs, moi je pense que peut-être que le monde n'a pas de sens, mais la vie en a. La vie en a d'abord parce qu'elle est justement contre la mort. Donc moi je dis souvent la vie a un sens parce qu'elle en a deux. Est-ce qu'elle est vraiment contre la mort, la vie? Oui. Parce que ça sous-entendrait que... Comment dire? Elle soit... Enfin, un bébé qui naît, il ne le fait pas en réaction à la mort. Mais vous, autour de lui? Oui. Mais ceux qui le font, en effet. Vous, autour de lui, si vous ne faites rien, il meurt. Et peut-être que son cri est un appel de détresse parce qu'il sent ça, et c'est pas vrai qu'il ne fait rien. Il crie justement. Le cri primal, la détresse du nourrisson, c'est très interprété, mais je pense quand même malgré tout que il y a sûrement une sorte de conscience. Certains disent, d'ailleurs Winnicott dont on a parlé, que c'est à cette détresse primitive qu'on revient dans des moments d'angoisse. Nous avons tous traversé cette angoisse, d'être totalement fragile, dépendant, etc. Et heureusement, quelqu'un est venu à notre secours. Donc les autres vivants luttent contre la mort. C'est pour ça que les humains sont très paradoxaux, parce qu'à la naissance, nous sommes les plus faibles des mammifères. Pendant très longtemps, nous sommes les mammifères les plus fragiles, pendant le plus longtemps. Ce qu'on appelle la néothénie, la période après la naissance, où les êtres vivants sont d'une fragilité extrême. En fait, c'est bizarre, mais les êtres les plus développés, plus on est développé, plus on a de temps de fragilité au départ, parce qu'on se constitue, le cerveau continue à se développer, sorti de l'utérus maternel, enfin, après la naissance. Et donc oui, c'est terrible, parce qu'il y a une période de vulnérabilité atroce, mais qui permet de construire une période de créativité profonde. Mais donc du coup, vous voyez bien qu'il ne faut pas prendre les vivants isolément, c'est ce que je vous ai dit aussi au début. Si vous prenez le bébé, est-ce qu'il lutte contre la mort? Il fait ce qu'il peut, peut-être qu'en criant il le fait, hein, sûrement. Mais en tout cas, les autres vont le faire pour lui, sinon il n'y a plus d'espèce humaine. Donc oui, la vie est contre la mort. Avec l'idée que la lutte contre la mort crée des conflits aussi, que si vous luttez contre la mort, moi aussi, on peut aussi lutter les uns contre les autres. Et donc, entre les humains, il faut trouver des moyens de lutter contre toutes les causes de mort. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les humains, ça fait 5000 ans qu'ils essayent, on va bien trouver quelque chose. Est-ce que vous appelez de vos vœux de trouver une espèce de recette à l'immortalité? Ah non. Non. Pas l'immortalité, mais la justice. Parce que la justice, c'est la conciliation de tous les combats. Donc par exemple, moi je fais partie du comité d'éthique sur la fin de vie, on doit lutter à la fois contre la mort du patient et en même temps respecter sa volonté. Qu'est-ce qu'on fait s'il vous demande de l'aider à mourir? Donc il faut trouver des équilibres qui sont parfois compliqués, ou bien si vous êtes agressé par quelqu'un, vous avez le droit de vous défendre, mais jusqu'à un certain point, pas au-delà. Donc il y a des contradictions dans la vie humaine qui font qu'on a besoin de justice. Et donc oui, non, pour moi, le but de la vie humaine, c'est la justice. Quand vous disiez que vous n'étiez pas dualiste concernant le corps et l'esprit, mais que vous l'étiez concernant la vie et la mort, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Et quelles sont les autres possibilités de conception de la vie et de la mort? J'y suis arrivé lentement. Ça a l'air simple, mais ça m'a pris 40 ans à peu près. Et c'est vrai que ça s'oppose à beaucoup de conceptions. Ça s'oppose d'abord à des conceptions, on peut le dire... je vais le dire très, très, très facilement, très sommairement, comme j'essaye de faire dans le petit livre là, sur la vie. Il y a ceux qui pensent qu'on a en nous un principe immortel, justement, l'âme. C'est-à-dire, voilà, les Grecs, c'était assez simple. Vous êtes vivant ou vivante. À un moment donné, vous l'êtes plus. Il y a quelque chose qui était là, qui n'est plus là. C'est la vie, c'est l'âme. Ce principe-là, où est-ce qu'il est parti? On ne sait pas. Mais c'est lui qui expliquait la différence entre l'avant et l'après. Il y avait un principe de vie dans ce corps qui bougeait tout seul, et après, il n'y a plus. C'est ça qui va distinguer d'une machine, parce que ce principe de vie, il est autonome, et il fait que le corps vivant se meut tout seul. Alors que même une machine, un robot, il a besoin d'un peu d'énergie, vous le pluguez. On recharge. Voilà, vous le branchez. Un être humain a besoin d'un peu d'énergie aussi. Hein, mais bon, sinon il meurt, justement, mais bon. Après, vous lui donnez de l'énergie. Enfin,
C'est justement ce qui fait qu'on n'est pas... Pour moi, on n'a pas... Ce principe absolu n'existe pas. En revanche, il y a des gens qui pensent que justement, parce que l'expérience montre que si vous tapez sur un crâne, si vous lui donnez plus à manger à quelqu'un, il meurt. Donc ça veut dire que c'est pas l'âme, c'est de la machine. C'est une machine. C'est de la matière. Donc là, ils seront matérialistes. Et moi, je pense qu'on est des vivants, c'est-à-dire qu'on a un principe d'activité en nous qui, justement, a une part d'autonomie, mais pas absolue. C'est pas une âme, mais c'est une force dont la seule chose que je sais, c'est qu'elle lutte contre sa propre disparition. Donc c'est pour ça que c'est une philosophie qui a l'air simple, mais dire la vie lutte contre la mort, c'est en fait une sagesse un peu minimale, parce que moi, c'est tout ce que je sais de la vie. Si vous me demandez qu'est-ce que la vie, je dis tout ce que je sais, c'est qu'elle lutte contre son contraire. Ah bon ? Vous savez pas plus ? Bah, pas tellement. Par contre, avec ça, déjà, je peux m'orienter dans le monde, parce que je pense qu'on n'est pas perdu. Justement, c'est là que je pense que Camus disait des choses comme ça, mais quand même, il pensait que la vie n'avait pas de sens, ce qui n'est pas vrai. Il ne le pensait pas vraiment. Pourquoi il le disait alors ? Il le disait parce qu'il était face à des métaphysiques qui voulaient donner un sens avec une majuscule, une sorte de transcendance. Et il croyait entre la transcendance et l'absurde, il n'y avait pas de milieu. Il le croyait théoriquement, mais dans ses romans, par exemple, qui sont peut-être plus profonds que ses essais, enfin, quoique, il ne faut pas mépriser les essais de Camus, je suis très très loin de dire ça, mais dans ses romans et dans son théâtre, on voit très bien que la vie a un sens très concrètement. Dans Les Justes ou dans Caligula, dont le tyran rappelle à un certain président de première puissance scientifique et tout court du monde aujourd'hui, bah oui, on s'aperçoit tout à fait que la vie a un sens. Qui est de lutter contre la mort. La mort, et sous toutes ses formes. La destruction, la méchanceté, la haine et la guerre. Alors pourquoi tant de guerre ? Pourquoi tant de destruction du vivant ? Mais c'est très souvent au nom de ma vie contre la vôtre. L'un des dangers les plus graves que le philosophe que j'ai beaucoup travaillé, Bergson, appelait la clôture. Il distinguait les sociétés closes et ouvertes. Le clos, c'est ce qui est en guerre contre les autres. Bah, c'est lié aux limites de la vie humaine. Si on était tout puissant, on ne se ferait pas la guerre. Si on était immortel, je ne sais pas ce qui se passerait. Mais en tout cas, la guerre vient aussi du fait que la vie des uns semble s'opposer à celle des autres. Et individuellement et collectivement. Donc c'est vrai qu'il faut dépasser cette vision-là parce qu'elle conduit à la guerre de tous contre tous, à la guerre éternelle et tout ça. Donc c'est très lent, c'est très progressif. Je pense que la justice internationale n'est pas un idéal abstrait, mais passe d'abord par des interdits. Moi, je pars toujours du négatif. Interdire les grands crimes, les juger, et pas construire une sorte de société idéale. Mais oui, il faut lutter contre la guerre, qui est un des dangers de la vie. Moi, je vous l'ai dit, je suis dualiste entre vie et mort, amour et haine. Il n'y a pas d'amour sans haine possible. C'est une haine surmontée, il y a des conflits, y compris dans l'amour. Et il y a la guerre chez les humains. C'est celui qui vous dit le contraire, ne l'écoutez pas. Par contre, celui qui vous limite à ça, ne l'écoutez pas non plus. Quel philosophe a le plus changé votre vie ? Ça, c'est une bonne question. Normalement, je devrais dire Bergson, parce que j'y ai consacré beaucoup, beaucoup de travail. Mais il n'est pas le seul. Il a quand même changé ma vie, parce que justement sur la réalité du temps et sur deux manières de vivre dans le temps, qui est l'ensemble de sa philosophie, qu'il voit d'abord d'un point de vue scientifique, disons que nous vivons dans le temps, mais nous pensons dans l'espace. Mais moi, je le vois d'un point de vue humain. Nous sommes heureux dans le temps et nous souffrons dans la conscience du temps. Bon. Donc, il a quand même changé quelque chose dans ma vie avec le temps. Sinon, je vous en citerai quelques autres. Il y a peut-être Camus, Simone Weil, un peu Winnicott et peut-être même Freud. Et puis beaucoup d'autres, en fait. Beaucoup d'autres, parce que la philosophie, c'est les philosophies. Mais j'ai ma petite famille. J'ai fait un petit article un jour qui s'appelait « Une tradition inattendue ». Et je pense que chaque lecteur, chaque être humain se construit sa tradition. On n'est pas dans des traditions toutes faites, on se construit sa tradition. Moi, je me construis ma tradition depuis ce que je pense maintenant sur vie et mort. Je parle des Grecs, Empédocle. Pour moi, c'est mon présocratique, celui qui dit le monde fonctionne par l'amour et la haine.
Et ça, c'est les deux grands principes qui orientent le monde, selon lui. Sauf que pour lui, amour, c'est l'union. La haine, c'est la séparation. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais Empédocle, voilà. Et d'Empédocle jusqu'à, disons, Simone Veil. Sur quoi vous avez changé d'avis récemment? Sur la fin de vie, un peu. Peut-être sur la guerre juste. Non, j'ai pas changé d'avis sur la guerre juste. Et la fin de vie, comment vous avez évolué? Dans le tragique de l'opposition qu'il faut maintenir entre lutter contre la mort et lutter contre cette autre forme de mort qui est la violence faite aux humains, le respect de leur volonté quand ils ont fait tous les soins, etc. Maintenant, je suis clairement du côté de... Dans le tragique, hein. Quand on a lutté contre la mort biologique, il faut répondre à la demande d'autrui. C'est vrai que moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse penser autre chose, mais ce qui est le propre de la pensée, malheureusement, hein, c'est qu'on a vachement de mal toujours à se mettre à la place des autres, mais dans ce cas-là en particulier, je me dis, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un? Vous avez raison. On a le droit du vue de mort sur nous-mêmes, quand même. Oui, vous avez totalement raison. Il y a une seule personne, à mon avis, enfin plusieurs, qui ont le droit de penser autrement, et en particulier les médecins. Parce que tout le sens de la médecine, c'est de vous empêcher de mourir. Et parfois, même contre votre gré, ou en tout cas, par exemple, on sait qu'il y a certaines sectes qui empêchent les transfusions sanguines, mais la loi oblige à le faire sur leurs enfants en particulier, sinon ils tuent leurs enfants, qui ne sont pas majeurs. Ouais. Et donc on ne sait pas s'ils seraient d'accord avec le fait de mourir pour une idéologie sur le sang. Donc c'est pour ça que moi je pense que la contradiction de la fin de vie, elle tient à l'éthique médicale. Si vous voulez vous suicider, je suis pas sûr qu'il faille interdire le suicide, il faut tout faire pour l'empêcher, parce que la pulsion de mort existe en vous aussi. C'est vrai. Il ne faut pas obéir à la pulsion de mort. Enfin, attention, on a des dangers intérieurs. Hein. Par contre, si vous voulez vous suicider avec l'aide de la médecine, on peut comprendre que vous entrez dans une contradiction. Donc celui qui ne voit pas cette contradiction, qui dit « mais j'ai tous les droits », etc., je pense quand même qu'il ne comprend pas bien que la médecine a été inventée pour l'aider, y compris la psychiatrie, la psychologie, etc. Après, au bout du compte, et je dis bien au bout du compte, une fois qu'on a fait ce chemin-là, je pense comme vous qu'il faut écouter la demande une fois qu'on comprend qu'elle est ultime. Mais si quelqu'un vous dit tue-moi là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas si vous allez le faire. Hein. Non, bien sûr. Enfin, ça demande un minimum de réflexion, d'argumentation. Un petit minimum. Voilà, un minimum. Et même un maximum. Ouais, un maximum, c'est vrai, plutôt. Mais bon, c'est vrai que je me demande où ça va mener ce débat. Non, ça menait à un équilibre, je pense. Dans les démocraties, quand on discute ça bien et longtemps, il y a un équilibre. De quoi vous appelez de vos voeux pour guérir la démocratie? De prendre conscience de ses problèmes. De la lucidité, donc. Exactement. C'est pas magique. Mais une fois qu'on le fait, c'est possible. Et c'est vrai que je pense qu'il faut le faire parce que je pense profondément que la démocratie est le remède à tous les autres maux, parce que comme, au fond, le mal le plus grave, c'est la contradiction entre nos urgences. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est ma vie, la tienne, la vôtre? Est-ce que c'est, par exemple, prenons le Covid, est-ce que c'est de sauver des vies maintenant ou de préserver les vies d'après, avec l'économie, les jeunes? Est-ce qu'il faut préserver les vieux ou les jeunes? Est-ce qu'il faut préserver les fragiles de maintenant ou les fragiles d'après? Une seule solution, la démocratie, c'est-à-dire la discussion, la confrontation des points de vue, parce que la vie est compliquée. Et donc, oui, la démocratie semble compliquer les choses. En fait, elle est le vrai réalisme. C'est pas pour les bisounours, la démocratie. C'est pour les gens qui assument tous les problèmes. Sur cette idée, on a créé, avec des gens qui ont affronté la démocratie réelle, un programme d'études démocratiques, par exemple, à l'école normale, où on montre l'utilité concrète de la démocratie. C'est-à-dire pas d'un principe magique, mais du fait de prendre en compte les points de vue, les problèmes, les contradictions. Si vous dites que c'est simple, la démocratie, là aussi, vous vous trompez forcément. Par contre, est-ce que c'est la seule manière d'affronter les problèmes humains? Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois... Ça alors... Je pense que...
j'ai affronté des risques politiques en responsabilité de décision. Qu'est-ce qui a fait que vous avez attendu tant de temps avant de les prendre? Parce qu'il faut être en situation. Moi, je ne cherchais pas du tout à être en responsabilité. Ça s'est trouvé comme ça, pour une institution à laquelle je crois, qui défend la science, les sciences, la vérité, etc., mais qui est prise dans l'époque. Et je sais que c'est des responsabilités. J'ai même un ami qui m'avait dit, quand on m'a proposé d'être candidat à cette responsabilité, j'hésitais, je ne voulais pas en fait. J'ai été directeur adjoint pour les lettres, les disciplines littéraires pendant longtemps. Puis après, on m'a proposé. Il m'a dit, est-ce que tu supporteras de faire des erreurs? J'ai dit non. Il m'a dit, alors le fais pas. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait admettre que c'était un risque. Ouais. Donc oui, je pense que c'est une expérience importante. Mais par contre, quand les effets d'une décision concernent d'autres que vous, ce qui est toujours un peu le cas. Ouais, le ressenti n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. Voilà. Si vous pouviez mettre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent un seul livre, lequel est-ce que vous mettriez? Vous m'aviez prévenu de cette question-là? Non, je préviens pas des... De toute façon, la plupart sont pas prévus, donc... Ah ça alors. Un seul livre. Est-ce qu'il y en a un que vous avez mis entre les mains de vos enfants quand vous avez pu le faire? Alors, c'est pas... Oui, bien sûr, mais tout à fait. Mais non, mais ça, ils ont pris tout seuls. Moi, ce que j'ai mis entre les mains de mes enfants, c'est Goscinny. Goscinny, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, évidemment. Donc ça, c'est sûr. Peut-être que sur une île déserte, je partirais d'abord avec Goscinny, Gottlieb et quelques autres. Mais Goscinny avant tout, ouais, pour plein de raisons. Donc peut-être quand même Goscinny, plutôt Astérix d'ailleurs que Lucky Luke. Mais sinon, peut-être Simone Veil, un dialogue de Platon, les pensées de Pascal, les deux sources de la morale et de la religion. Vous trichez là. Ouais. Comme vous avez remarqué. C'est l'énumération. C'est l'énumération. Bon, après, j'essaye de l'écrire. Bonne réponse. Je vous le souhaite. Bon, je sais pas. Il y a un ou deux livres que j'ai écrits qui m'aident en tout cas concrètement. Vraiment. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est lesquels? Revivre. Les maladies chroniques de la démocratie. Ça, c'est vrai que ça m'aide. Et même la vie, qu'est-ce que ça change? Et penser à quelqu'un aussi. Parce que je défends dans ce livre que penser, c'est toujours d'abord penser à quelqu'un. Si vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que vous aimeriez entendre? Une amie. Ou un ami. Mais... Pas une personne en particulier? Que mes enfants, ou la musique de mes enfants, le théâtre de mes enfants, ouais. D'accord. Ouais, je suis obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que je le pense. Ouais. Donc autant être sincère. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Autant être sincère. Je pense que ce qu'ils font est plus important même que ce que je fais, donc oui, j'aimerais mieux... Je vous l'accorde. Écoute, mais je le pense sincèrement, hein. En plus, tout autant, sinon plus philosophique, donc... J'ai une dernière question pour vous. Ma femme. Si demain, vous deviez mourir, enfin, c'est votre heure, quoi, et on vous donne, juste avant, un petit bout de papier. Vous pouvez marquer, comme vous aviez là d'ailleurs, et vous pouviez marquer les 3 enseignements que vous avez envie de laisser, notamment à vos enfants. Qu'est-ce que vous écririez? C'est un peu ce que je vous ai dit. Voilà, la vie est une résistance à toutes les formes de la mort. Voilà, par la création et quand même par l'amour contre la haine. Mais contre la haine. Ça fait jamais de mal de s'en rappeler. Surtout... effectivement, parce qu'il y a 2 dénis possibles, le déni de la haine ou du malheur et le déni de l'amour, parce que comme c'est très facile d'oublier l'un des deux. On peut être dans l'idée qu'il y a l'amour sans la haine ou la vie sans la mort,
ou bien il y a tellement de négatifs qu'on oublie qu'il y a aussi la vie et l'amour. Ils sont là, hein. Et l'humour, et tout ce qui vient avec. Merci Frédéric. Merci Louise. Merci d'être venu au Mercredi Power. Pour les personnes qui souhaitent vous suivre désormais, retrouver vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige ? Dans une librairie ? Ouais, vous n'avez pas de réseaux sociaux particuliers ? Non, moi, okay. Désolé, pardon. Non, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas de réseaux. Ils vous écriront à la maison d'édition. Voilà. Oui, à la maison d'édition. J'ai plusieurs adresses mail possibles quand même. Je suis pas totalement en 3 dimensions papier, mais non, désolé, je devrais. Le meilleur endroit, c'est les librairies, et c'est déjà pas mal du tout. Les librairies, mais n'hésitez pas, voilà. Il y a les petites chroniques sur France Culture aussi. Tout à fait, je mettrai un lien. Qui passent quand même presque tous les jours. Ouais. Et puis, effectivement, là, je suis là tous les matins, 3 minutes et demie. Le pourquoi du comment. Voilà. Et puis voilà, les cours sont publics, hein, on oublie trop souvent de le dire. D'accord, c'est vrai. Mais c'est vrai que non, j'ai pas de podcast comme vous, j'ai pas de site et de réseaux sociaux. Pas encore. Voilà. Non, pas de ce sera toute façon. Le mot de la fin. Merci Frédéric. Merci à vous.